Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Durville, qui est chargée de projet et éditrice de livres à La Réunion. Bonjour Sophie. Bonjour Armelle. Alors Sophie, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Alors, à mon avis, le point commun, c'est la mer. Le milieu marin que j'ai d'abord connu au Havre et que j'ai connu grâce à ma famille qui était très liée à ce milieu. D'abord parce que certains étaient mécaniciens, par exemple, sur des gros paquebots de la transatlantique. Et que toute cette famille, comme beaucoup de Havrais à l'époque, alors moi je les ai pas connus les grands paquebots, mais racontaient l'histoire des grands paquebots, vivaient l'histoire, comme le France par exemple, et donc ces paquebots de la transatlantique qui reliaient particulièrement l'Europe aux Amériques. Et moi je voyais dans leurs yeux, quand ils en parlaient du rêve, je voyais de l'aventure, de la découverte. Ça m'a beaucoup marqué et petit à petit, j'ai toujours gardé ce lien à la mer, d'abord sur la mer, donc avec ces grands paquebots et avec moi-même ensuite, faisant une traversée d'ailleurs transatlantique à la fin de mes études en voilier, et puis ensuite sous la mer avec la plongée sous-marine que j'ai découvert beaucoup plus tard. D'accord, alors justement, raconte-nous un peu les grandes étapes de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Alors, les étapes, c'est d'abord des étapes liées à des lieux. Donc, je viens de parler du Havre, c'est une première étape d'enfance. Puis, petit à petit, Marseille, où j'ai poursuivi mes études en biologie marine. Et puis ensuite, La Réunion, pour vraiment travailler dans un milieu professionnel. Enfin, démarrer en fait vraiment ma carrière professionnelle, même si elle avait un petit peu démarré à Marseille, dans un parc marin. Donc, ce sont des lieux, ce sont ensuite des études en sciences, domaine scientifique entre le nord de la France et Marseille, en vulgarisation scientifique en 3e cycle ensuite pour apprendre justement à avoir un discours vulgarisé et faire comprendre au grand public, les adultes comme les plus jeunes, et en particulier les plus jeunes, les discours et les différentes notions scientifiques, notamment sur le milieu marin. Et puis ensuite, à la fin des études, c'est en fait une feuille blanche qu'on remplit à 3 mains en se demandant ce qu'on allait bien pouvoir faire de toutes ces années d'études et de notre passion. Et donc avec 3 points essentiels: d'être libre, d'être indépendant, de vouloir entreprendre et de vouloir transmettre. Et ces 3 points-là ont abouti à l'idée de créer un aquarium sur le milieu marin, en particulier sur le milieu marin donc réunionnais, puisqu'il a pu voir le jour sur l'île de la Réunion. Et depuis quelques années, même si on est toujours lié avec la structure, on travaille dans un bureau d'études avec des missions à la fois sur le milieu marin et des missions pour moi à la fois auprès d'entreprises, notamment du tourisme. J'ai également une maison d'édition aujourd'hui qui réalise des ouvrages particulièrement sur la biodiversité marine et terrestre. Donc en fait, je dirais que c'est pas une carrière professionnelle, c'est plusieurs carrières, une succession d'expériences, on va dire, professionnelles. Et ce qui est important, c'est de se dire qu'en fait, c'est plusieurs passions et que j'ai eu un pied dans le milieu marin et dans le volet scientifique, et l'aquarium m'a fait mettre un pied dans le milieu plutôt économique et l'économie du tourisme. Et donc, j'ai continué avec ces 2 axes-là pendant quelques années. Alors, t'as dit on parce que pour l'aquarium, en tout cas, tu l'as créé et développé avec ton amoureux. Oui, voilà. Alors, je dis on parce que
Moi, dans les projets, je dis souvent on, en fait, parce que c'est des travails d'équipe. On fait rarement quelque chose tout seul. Donc, c'est on parce qu'effectivement, avec mon amoureux, comme tu le dis, mon mari, que j'ai connu à la fin de mes études en biologie marine, on a fait le projet à tous les deux, plus un associé, en tout cas, pour la partie aquarium. Alors, si on revient à l'aquarium, on parlera de la maison d'édition ensuite. Mais pour l'aquarium, est-ce que tu peux nous raconter quand même quelques anecdotes sur les galères du début? Parce que on en a discuté ensemble, on se connaît depuis quelques années maintenant. Et moi, je me souviens que c'était quand même pas une affaire entendue et si facile que ça. Non, c'était pas si facile. C'est vrai que pratiquement 8-9 ans entre l'idée du projet et l'ouverture au public. Mais en même temps, on peut mettre 8, 9, 10 ans à créer son entreprise touristique. Je vois certaines structures hôtelières qui mettent 10 ans encore aujourd'hui. Alors, des anecdotes de galère, il y en a tellement que on aurait dû les noter d'ailleurs, parce que on est peut-être à passer à côté de certaines anecdotes croustillantes. Moi, ce que je me souviens beaucoup, c'est notre naïveté et le fait d'arriver à des rendez-vous très importants avec une passion énorme, du rêve dans les yeux, mais techniquement avec un dossier qui contenait quelques pages. Quand on les relit aujourd'hui, en faisant du rangement récemment, je me disais qu'on était quand même culotté de présenter ce genre de dossier, même si dedans il y avait tout, mais c'était améliorable, on va dire, bien améliorable, avec un logo qui ressemblait pas à grand chose. Donc ça, c'était, disons, une première galère parce qu'on pouvait ne pas nous prendre au sérieux, mais on nous prenait au sérieux. On nous l'a dit d'ailleurs après par notre passion, tout simplement, parce que on croyait en nous, parce qu'on dégageait cette passion qui faisait qu'on avait envie de nous suivre. Des anecdotes de galère, c'est surtout l'anecdote principale, c'est de se faire piquer le projet. C'est-à-dire qu'après toutes ces années, on ouvre au public et dans la même semaine d'ouverture, j'apprends qu'un grand groupe connu, coté en bourse, que je ne nommerai pas, est venu sur l'île. Je les avais vus d'ailleurs dans la visite. Et je leur avais demandé ce qu'ils faisaient, et puis j'avais absolument pas compris ce qu'ils étaient en train de faire. Ils mesuraient tout. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai appris en fait qu'ils avaient proposé aux propriétaires des murs, puisque c'est la chambre de commerce et d'industrie qui était propriétaire des murs à l'époque, qui a financé le gros œuvre, qu'ils avaient proposé en fait un gros chèque en disant mettez dehors les trois petits jeunes et puis on va reprendre l'affaire sérieusement. Et donc tout ça parce qu'on n'avait pas signé de contrat avec la chambre de commerce, on prenait le temps et puis on n'avait pas vraiment ça en tête. Heureusement, on avait à l'époque un président, Monsieur Roger Roland, qui a cru en nous, qui était entrepreneur et qui ne supportait pas ce genre de manipulation. Et heureusement, parce que là, je pense que je serais pas là pour en parler. Ça aurait été terrible au bout de 10 ans, voilà, d'avoir tout fait et puis qu'on nous dise gentiment, bah, rendez-nous les clés, c'est plus votre structure. En effet, ouais, ça aurait été vraiment dramatique. Et si on en revient aux éditions du Cyclone, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une maison d'édition et est-ce que t'as eu des galères au début? Bah, en fait, c'est toujours l'idée de transmettre de l'information, transmettre pour sensibiliser, pour porter un message. Bah, à l'aquarium, en fait, on faisait un peu tous les cycles, c'est-à-dire qu'on imprimait beaucoup, notamment dans le parcours de visite. Moi, j'étais chargée de toutes les informations, l'exposition et puis des documents aussi qu'on pouvait imprimer. Donc, on faisait un peu toute la chaîne de l'édition, y compris l'écriture. On était sollicité par des maisons d'édition locales pour participer à des ouvrages. On travaillait beaucoup avec des graphistes également pour toutes ces réalisations. Et après l'aquarium, on avait des idées. En fait, on avait tout un tas d'idées qu'on n'avait pas le temps de mettre en place pendant notre travail à l'aquarium. Et on s'est dit, bah tiens, on a des idées d'ouvrage, des idées de réalisation. Au lieu de les proposer à des éditeurs existants, allons créer notre maison d'édition et réalisons une nouvelle aventure différente de la première, mais du coup, on avait toujours un pied dans cette transmission de connaissances. Est-ce que là on parle des galères, mais est-ce que à un moment tu t'es dit tiens là j'ai eu de la chance? Je pense que je me le suis dit plus tard. Et c'est même peut-être maintenant, quand je prends le recul de tout ça et que je revis et qu'on repense à des moments, quand on regarde un petit peu dans les médias, il y avait pas mal de journaux qu'on parlait de l'événement, enfin de l'ouverture de l'aquarium et puis ensuite de son histoire.
C'est plus maintenant qu'on se le dit. La première vraiment des choses importantes, c'est la chance des bonnes rencontres. La bonne rencontre, les bonnes rencontres qui vous boostent, qui vous donnent l'énergie, qui vous donnent envie de continuer, puis qui vous permettent de continuer. Aussi de trouver un lieu idéal disponible au bon moment, au bon endroit, le meilleur endroit qu'on avait par exemple sur l'île, qui n'était pas vraiment disponible parce qu'il était en travaux et que tout était calé, mais on a pu retravailler les schémas avec l'architecte et revoir un peu l'aménagement. C'est de trouver le bon investisseur et de taper à la bonne porte. Donc oui, on se dit plutôt de maintenant, on a eu la chance de rencontrer ces personnes-là, mais c'est des chances qu'on a provoquées un peu quand même. Alors justement, est-ce qu'il y a une personne ou un événement qui a changé un peu le cours de ton parcours finalement? Oui, alors il y en a peut-être plusieurs. Ça peut être mon mari déjà. Oui. La première des choses, qui a toujours vécu outre-mer et qui depuis tout petit voulait faire océanographe. Et c'est vrai qu'il m'a embarqué dans son rêve, dans ses envies, etc. Et puis qu'à deux, on a pu composer un peu tout ce qu'on a réalisé ensuite. Ça a bien matché, ça a bien fonctionné, et quand ça fonctionne, c'est génial. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, vraiment, si on parle du projet Aquarium, la bonne rencontre, ça a été le président de la chambre de commerce de l'époque, parce que clairement, sans lui, je ne suis pas certaine. Peut-être qu'on aurait eu une autre chance et qu'on aurait rencontré d'autres personnes, sans doute, on ne sait pas. Mais en tout cas, lui, je pense qu'il a fortement favorisé la création de la structure. Alors, le mot chance, disons que moi je dis toujours qu'il faut tenter sa chance, qu'il faut essayer, il faut oser. C'est Louis Pasteur qui disait que le hasard ne favorise que les esprits préparés. Et c'est vrai qu'il faut favoriser un contexte, se donner la chance et puis savoir la saisir quand elle est là. Donc rester sur place et attendre que la chance passe, j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment être actif et savoir la saisir, parce que on peut avoir des chances à saisir et on ne les voit pas parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'on n'a pas préparé un contexte pour ça. Alors du coup, je comprends que pour toi, c'est quelque chose qui se provoque, c'est pas une forme de hasard complet, la chance. Voilà, c'est ça. Disons que c'est un mixte, on va dire que c'est un cocktail qui mélange le hasard et puis la curiosité, l'envie d'avancer. Si on n'est pas curieux, si on va pas vers l'opportunité, si on n'est pas à l'affût d'eux, si on ne recherche pas, si on ne crée pas les bonnes conditions pour saisir cette chance, elle va passer, soit qu'on la voit ou alors on va mal l'utiliser. Donc c'est vraiment un mixte et un bon cocktail qui mêle ces deux aspects-là. Il faut être curieux et un peu chanceux, parce que c'est vrai qu'il faut un peu de chance, il faut que la chance soit là, mais la chance seule ne suffit pas, je pense. Et quelle place est-ce que tu laisses à la fois à l'intuition, aux synchronicités dans tes choix ou aux rencontres fortuites? J'aimerais laisser une place importante à l'intuition, parce qu'on me dit souvent que j'ai de l'intuition. Alors j'ai pas vraiment l'impression, mais en fait plus j'ai vieilli, plus je me dis que oui, peut-être que j'ai un peu d'intuition, qu'on en a tous en fait. Et j'ai souvent regretté de pas suivre, et encore aujourd'hui, de pas suivre mon intuition. Regretter de pas l'avoir perçue au bon moment et de pas l'avoir prise au sérieux. Donc en fait, je lui accorde une place importante. Les rencontres fortuites, les synchronicités aussi, mais c'est pareil, il faut savoir les saisir, il faut savoir prendre ce recul pour s'en emparer. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc il faut provoquer les choses, mais quand elles arrivent ou quand on a ces intuitions-là, il faut arriver à s'en saisir et arriver à prendre ce recul-là. En tout cas, des rencontres fortuites, des synchronicités, il y en a eu, et c'est peut-être souvent après coup qu'on se dit ah bah oui, là si j'avais su, je serais allé jusqu'au bout de cette rencontre, ou j'aurais suivi mon intuition à ce moment-là. Mais c'est pas facile d'avoir ce recul-là, c'est pas évident. Et justement, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit tiens, là je suis au bon moment, au bon endroit, tout s'aligne? Alors, ce qui est bien, c'est quand on se le dit au moment, effectivement, où ça se passe. Parce que des fois, je pense qu'il y a plein de situations comme ça où on pourrait se le dire, mais on n'a pas ce recul-là. C'est un peu comme se dire, tiens, là, je suis dans un bonheur personnel ou un bonheur professionnel, peu importe, ce que je vis tout de suite, là, dans cet instant-là, c'est du bonheur. Et on n'a pas souvent cette sagesse de se le dire vraiment et de se le répéter. Et donc, d'être au bon endroit au bon moment, il y a une anecdote dont je me rappelle, c'est
Quand on a ouvert l'aquarium la première semaine, alors dans la structure, on avait pas mal d'expositions et différents thèmes qui racontaient le milieu marin réunionnais, donc une partie sur le récif corallien, qui est un point fort de notre biodiversité marine. Et donc, on expliquait comment fonctionne cet écosystème corallien, comment fonctionne ce qu'est le corail, comment il vit, comment il grandit, ce qu'il apporte à l'écosystème et puis ses faiblesses. Le fait que ce soit un animal, un être vivant, le fait que ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On expliquait un peu tout ça de façon vulgarisée, mais quand même avec différents niveaux d'information. Et pendant cette première semaine, à la sortie, je vois un monsieur, on est tombés nez à nez tous les deux ensemble, et je le vois là, vraiment les larmes à l'œil. Il pleurait véritablement. Je comprenais pas parce que j'avais tout envisagé, sauf voir un client pleurer. Et donc, je lui demande ce qui se passe, s'il va bien, et il m'explique qu'il est très ému parce qu'il vient d'apprendre quelque chose de très important. Donc, je lui demande ce que c'est. Il m'explique déjà qu'il était pêcheur de génération en génération. Son fils pêchait, lui pêchait, son père, son grand-père, enfin, toute la génération ont pêché dans le lagon de la Réunion, avec le système de pêche à la golette qu'on a ici notamment. Et il me dit qu'il vient d'apprendre tout simplement ce que c'était que le corail, et que toutes ces générations-là ont passé leur vie à piétiner, à marcher sur ces rochers, qui pour lui étaient de simples rochers, parce que le squelette calcaire est dur, et qui venait d'apprendre que c'était vivant, que c'était un animal, que ça vivait, que c'était fragile, que certaines espèces étaient fragiles comme du verre, qu'en une demi-seconde, on pouvait casser 10 ans de croissance. Voilà, il était dans tous ses états. Voilà, donc je l'ai juste remercié de son échange et je lui ai dit que c'était extraordinaire qu'il avait pu apprendre ça et que j'en étais très contente et qu'on avait fait cette structure pour ça et qu'il se félicite d'avoir saisi cette information et qu'il puisse la transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants qui l'auraient gagné et par le coup, nous aussi, on avait réussi finalement notre challenge. Donc là, je me suis dit, voilà, je suis au bon endroit, au bon moment. J'ai rencontré cette personne-là qui, en une semaine, m'a fait comprendre que 10 ans de travail pour créer cette structure, ça valait le coup rien que pour cette rencontre. Voilà. Alors, dans ton aventure professionnelle depuis ses débuts, est-ce que tu as eu des coups de bol ou des coups de bluff, autres que cette rencontre déterminante avec le président de la Chambre de commerce? Alors, coup de bol et coup de bluff, en fait, je me dis que l'aquarium, c'est à la fois, et comme peut-être toute entreprise finalement, je sais pas, en tout cas à l'âge qu'on avait au démarrage, et même la maison d'édition beaucoup plus tard, puisque ça fait 14 ans qu'on l'a ouvert, et c'est des coups de bol et des coups de bluff quelque part. Coup de bol parce qu'on se dit, pour l'aquarium par exemple, qu'on a eu quand même de la chance, même si on a pu la saisir, qu'on a créé la structure au bon moment, au bon timing, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui encore? Je ne sais pas, sans doute, puisqu'il y a heureusement des entrepreneurs qui créent des choses et des structures, mais en tout cas, avec le recul, on se dit qu'on a quand même un petit peu de bol. Donc oui, à plein de moments, l'aventure aurait pu s'arrêter et que on a pu continuer quand même avec pas mal de petits coups de chance. Et puis coup de bluff, bah oui, parce que, mais comme pour l'édition, parce qu'en fait on connaissait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on vendait une idée, un rêve, de la passion, mais on pensait nous-mêmes connaître la gestion technique d'une telle structure, mais en fait avec le recul, on n'y connaissait pas grand-chose, et on a appris beaucoup sur le tas. Mais on ne connaissait pas non plus grand-chose et même rien à la gestion d'entreprise, à la gestion administrative, à la gestion financière et à la gestion des ressources humaines, tout simplement. Quand on y repense, on se dit mais c'est incroyable d'avoir osé, c'est peut-être avec la force de la jeunesse, mais finalement avec la maison d'édition, même si on connaissait un petit peu toutes les étapes, on a encore aujourd'hui un peu de mal à se sentir éditeur, même si on a pas mal d'ouvrages et qu'on fait partie du paysage éditorial de la Réunion et même en métropole, puisque nos ouvrages sont vendus dans pas mal de boutiques d'aquarium. Mais c'est pareil, au départ, c'était un peu du bluff, c'est-à-dire qu'on connaissait pas grand-chose à la maison d'édition, et c'est pareil, on a rencontré des bonnes personnes qui nous ont appris, qui nous ont montré, et on a avancé comme ça.
Et du coup, est-ce que tu considères que la chance, c'est plutôt une affaire de privilège ou de contexte? C'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, c'est un mélange en fait entre du hasard et de la curiosité. C'est un privilège et c'est un contexte, mais c'est comment dire, c'est un privilège à saisir si on a créé le bon contexte. Donc c'est un privilège, mais on le construit un peu. D'accord. Et est-ce que, à tout hasard, il t'est arrivé de rater ta chance ou de faire une grosse erreur? Et surtout, en fait, avec le recul, comment est-ce que tu l'interprètes ou qu'est-ce que tu en retiens? Oui, alors oui, on va dire oui avec même un énorme événement, mais celui que je racontais un petit peu au début, quand on n'avait pas signé notre contrat pour l'aquarium avec le propriétaire et que on a failli se retrouver éjecté de l'aventure en ayant absolument tout fait, c'est-à-dire l'avant-projet, enfin toutes les étapes du projet, y compris la construction, d'être présent en réunion de chantier, enfin d'avoir donné toute cette énergie pendant toutes ces années et de se retrouver à côté tout bêtement parce qu'on n'a pas signé un contrat, ça aurait pu arriver. Donc on n'a pas raté, mais par contre c'était une énorme erreur que d'avoir négligé cet aspect-là. Ça aurait pu du coup être quelque chose d'effroyable et d'abominable. Ce que j'en retiens, c'est que la passion et l'émotion, c'est des choses qui nous ont toujours menés, mais on a appris ensuite à faire attention à ça et de prendre un petit peu moins de risques. Est-ce que pour toi qui vis sur une île qui est malheureusement régulièrement inquiétée par des cyclones ou on va dire des événements naturels de grande ampleur, est-ce que tu as des fois l'impression que la malchance s'acharne ou est-ce que tu as eu des périodes comme ça où tu dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Alors oui, c'est vrai qu'à l'île de la Réunion, il y a beaucoup d'événements, enfin il y a des événements météorologiques, naturels, comme il y a toujours eu. Donc moi, pour moi, ça c'est pas de la malchance, c'est le cycle de la vie, le cycle des contraintes naturelles. C'est une succession de pics et de creux en permanence qui se succèdent, qui se vivent effectivement difficilement. Voilà, il faut savoir s'adapter. Il y a toujours une opportunité qui se dégage de tous ces moments-là et je me suis jamais dit la malchance s'acharne. C'est plutôt voilà, on a des épisodes à répétition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les supporter mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Profitons de ça aussi peut-être pour s'améliorer. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? En fait, le meilleur conseil, c'est déjà de croire en soi, ce qui est pas forcément évident, de croire en soi-même. Déjà, si on arrive à croire en soi quand on monte son projet, ça nous fait gagner du temps et même peut-être réussir. Et c'est plusieurs conseils en fait. Et un qui est récurrent, c'est de garder sa passion en mettant du cœur à l'ouvrage, mais surtout on nous a souvent dit, vous dégagez de la passion, et c'est parce que vous dégagez de la passion qu'on a envie de vous suivre. Donc, on est partant d'y aller avec vous, et vous avez réussi à nous convaincre. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est la passion et croire en soi. Et alors, au-delà de croire en soi, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui attend un peu le bon moment ou le coup de chance pour se lancer? Moi, je dirais de changer de posture tout de suite. Ouais. Le bon moment, c'est tout le temps. Alors évidemment, il y a des cas particuliers, mais si on attend le bon moment, le grand risque, c'est justement de voir passer sa chance, parce que son coup de chance, comme on dit, il existe peut-être, mais moi, comme je pense qu'il faut aller le chercher, il faut pas attendre et attendre. C'est quoi le bon moment? Ça n'arrivera jamais. Et puis de toute façon, à partir du moment où on se pose la question en se disant c'est pas le bon moment, je vais attendre, c'est qu'on n'est pas prêt probablement. Donc c'est effectivement pas le bon moment peut-être parce qu'on se le dit et qu'on n'est pas prêt. Mais en tout cas, à partir du moment où on pense être prêt et qu'il faut y aller, il faut pas perdre de temps et puis il faut se lancer. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années pour notre secteur du tourisme? Alors ça, c'est vrai que c'est une question un peu complexe de voir un petit peu dans l'avenir ce qui pourrait se passer. Moi, je pense que déjà, d'un point de vue des entreprises, enfin, ce que je vois actuellement et pour les années à venir, c'est pas forcément facile d'être optimiste, mais il faut, parce que 10 ans, c'est loin, donc soyons optimistes pendant 10 ans quand même. Mais on a beaucoup quand même d'entreprises qui sont
vraiment en difficulté. Moi, je suis en contact notamment avec des petites entreprises. Ils sont seuls à 2 ou à 3 et c'est très compliqué pour eux aujourd'hui. Donc, comment je vois leur avenir dans les 10 ans, j'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue des cibles et des clientèles, d'essayer de ne pas être sur des, peut-être c'est facile à dire, mais en tout cas, certaines sont sur des niches où on cible trop, quoi. Et on a de plus en plus une diversité de clientèle et de cibles qui fréquentent les mêmes destinations. Donc, il faut s'adapter à cette diversité de clientèle-là vraiment et prendre en compte leurs besoins qui peuvent être complètement différents entre des jeunes, alors pas que des jeunes, mais souvent je vois ça, qui ont une checklist, une to-do list. Il faut que je fasse, par exemple pour la Réunion, telle et telle chose, le Piton des Neiges, le volcan, le Mafat, le sunset dans l'Ouest, etc. Une fois que c'est fait, je suis content et j'ai fait ça en une semaine, quoi. Et puis ceux qui veulent prendre le temps de s'imprégner, d'aller vers le local, de rencontrer des gens, on est sur 2 dynamiques différentes et une même entreprise a affaire à ces 2 types de clientèle. Donc si on n'est pas prêt à recevoir les 2, c'est dangereux, c'est compliqué. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on a des petites entreprises qui ont du mal parce qu'ils avaient un certain type de clientèle qui consomme moins aujourd'hui. Donc j'espère pour elles qu'elles vont savoir rebondir, s'adapter et voilà, et répondre à plusieurs types de demandes. Tu es éditrice, tu as des ouvrages qui sont magnifiques. Est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire ou issu de ceux que tu publies, ou éventuellement un film ou un docu qui t'a beaucoup plu ces derniers temps et que tu aimerais nous recommander de regarder? Alors, sur le livre, je reviens toujours à Domund Zarlor, les gens précieux, les trésors au niveau des personnages, Clovis Etchiandas, qui est un guide touristique de la Réunion. À travers des portraits d'hommes et de femmes, il a su nous apporte un regard de la Réunion longtemps, c'est-à-dire celle d'il y a quelques années, mais celle d'aujourd'hui aussi, et à travers des personnes et de leur métier. Et c'est assez prenant, assez émouvant parce qu'on revit la Réunion à travers ce livre-là, Domund Zarlor. Après, c'est des guides qu'on fait aussi, enfin des guides, des contes qu'on fait pour les enfants liés à la biodiversité réunionnaise et en particulier marine, mais pas que. On va parler de l'endormi, on va parler du petit gecko de la Réunion, du requin marteau, de la baleine à bosse, du poisson clown. C'est des contes, bien sûr, pour enfants, à travers une imagination débordante de l'autrice, mais aussi des informations sur la biodiversité. Donc toujours des pages pédagogiques avec des informations. Et après, alors c'est pas un documentaire, c'est ce que je viens de terminer la semaine dernière, enfin il y a exactement 10 jours. C'est un projet un peu particulier. C'est une chanson clip sur le récif corallien. Sur le corail. On a réuni 11 artistes réunionnais, mêlant des hommes, des femmes, des générations différentes, des tendances différentes. Alors ça, c'est génial parce qu'on va trouver un rappeur réunionnais à côté d'un ancien joueur de Maloya, par exemple, et qui porte un message avec un merveilleux texte. Donc ce projet-là s'appelle Chanter Corail. Et Chanter Corail, on l'a mis sur YouTube. On est ravis parce qu'on arrive aux 100 000 vues, là. Alors, pour nous, c'est génial. Mais ça, c'est un message porté par un collectif d'artistes et du coup, qui prend une force, on le voit dans les retours des messages que l'on a, qui prend une force extraordinaire parce que le message est posé là, est porté et transmis et il est reçu. C'est ce que les gens nous répondent et il est reçu par cette force artistique et on n'avait jamais pensé lier l'écologie, la science au milieu artistique. Enfin, je dis ça, il y a eu beaucoup de tentatives de plein de choses, mais à La Réunion, c'est une première au niveau musical. Et c'est incroyable comme ça a pris extrêmement vite. Alors, et bien sûr, il y a une bonne musique et un bon texte et des bons artistes, mais en tout cas, on est ravis de cette réalisation. Merci beaucoup Sophie Durville, chargée de projet et éditrice de livres à La Réunion, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que il faut oser, essayer et tenter sa chance. C'est-à-dire qu'il faut favoriser un contexte, puis ensuite saisir l'opportunité qui se présente. Et pour ça, il faut être curieux et proactif. Donc finalement, la chance, c'est un privilège si on a facilité et préparé son contexte.
Le deuxième point, c'est de prendre au sérieux vos intuitions. Écoutez-les, elles ne vous mentiront jamais. Le troisième point, c'est un peu l'astuce de Sophie. La passion et le cœur à l'ouvrage sont indispensables, mais il vaut mieux les consolider avec un bon contrat. Et enfin, le dernier point, c'est sans aucun rapport avec les précédents, mais c'est quand même très important. Si vous voyez du corail, admirez-le, mémorisez-le, photographiez-le éventuellement, mais ne le touchez pas. Laissez-le tranquille, c'est un animal vivant et fragile. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.